Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 7 du podcast NetApp. Je suis accompagné de mes compères habituels, Yves Weisser. Salut Yves. Salut Yann, salut tout le monde. Et Guillaume Sauvinski, bien évidemment. Salut, c'est Guillaume, le gars qui appuie sur le bouton pour enregistrer les podcasts. Voilà, au bout de cet épisode, normalement, on fait confiance à Guillaume pour avoir appris comment appuyer sur le bouton et je suis confiant que cette fois, ça va bien se passer. Tu vérifies quand même ? Non, fais-moi confiance. Confiance. Non, mais vérifie quand même. Non, c'est bon. Allez, c'est bon. Et bienvenue pour ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va recevoir Monsieur Torossian, Laurent Torossian. Comment vas-tu, Laurent ? Très bien, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. C'était avec plaisir. On verra à la fin. Eh bien, évidemment. Et alors, il faut savoir, quand même, pour la petite histoire, on va quand même peut-être parler du principe. C'est que c'est Olivier Masson du mois dernier qui t'a désigné comme heureux vainqueur pour être invité de cette semaine. Et quand il a dit Laurent Torossian, on s'est dit qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui faire dire à Laurent ? Et du coup, on a parlé avec toi, on a échangé, on a trouvé plein de choses intéressantes à développer pour ces 20 minutes, parce que cette fois, on va essayer de rester dans les temps. Et on va parler du voyage de la donnée, c'est ça, Laurent ? C'est ce que j'ai proposé, oui. Je voulais pas parler perf puisqu'on m'identifie comme ça, mais après je me suis dit tiens, l'actualité est faite pas mal autour de l'objet, autour du NVMe, puis je me suis dit finalement il y a un lien entre les deux. Et c'est ça, c'est le voyage, c'est le cycle de vie de la donnée. Sinon, on parle de sport, on peut faire le grand écart aussi. Oui. Ouais, parlons du voyage de la donnée, parce que le voyage physique, Hawaï, Tahiti, les îles, le soleil, voilà. Plus le droit. Bientôt le confinement, les gars, bientôt Quick. le confinement. Et puis c'est vrai, les auditeurs voient pas, moi j'ai vos vidéos, mais ça fait pas rêver non plus. Moi aussi quand même, regarde. Barbu. Ok. Voilà, c'est ça. Alors, le voyage de la donnée, ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est ton quotidien, Laurent ? Est-ce que c'est quelque chose que tu expérimentes avec tes clients ? Alors, j'espère que tu fais plus qu'expérimenter, parce que nos clients ne sont pas des sujets d'expérimentation, ni des rats de laboratoire. Alors, comment tu abordes ce sujet avec tes clients ? La bonne nouvelle déjà, c'est que je vois des clients. Parce qu'il y en a qui voient que des partenaires, par exemple. Donc ils vont oublier ce que c'est. Il y en a. Voilà. Et parfois, les clients posent des questions un peu bizarres, ou a priori bizarres, mais qui ne le sont pas. Typiquement, on va dire que j'ai quasiment un rendez-vous sur 3 en ce moment qui parle d'objets. Et ok, donc de but en blanc comme ça, le client me dit je veux de l'objet, est-ce que vous en faites ? Alors je commence à poser la question, mais pourquoi faire ? Et ben il me dit pour réduire mes coûts. Et vous en pensez quoi ? C'est une bonne idée de réduire les coûts avec de l'objet ? Moi j'ai une réaction où je suis un peu au début choqué, je me dis ouais ok, l'objet, les coûts c'est un peu un raccourci. Alors, moi, ils ont à peine fini de parler d'objets qu'ils ont déjà une proposition pour Storage Grid sur le bureau, mes clients. Oh non. Nous, 2 semaines après, on commence à y penser. Non, sérieusement, donc oui, les clients aujourd'hui, majoritairement, ils pensent l'objet pas cher parce qu'ils pensent quelque part un amalgame avec glacier, des choses comme ça. Et rapidement, on leur explique que oui, effectivement, ça peut permettre de faire des économies, mais derrière, il y a beaucoup de choses. Il suffit juste de penser à comment est fait un objet, avec ces notions de tag, metadata, etc. Comment il est stocké à travers un bucket, des tenants, et tout de suite, on voit qu'il y a des perspectives qui sont beaucoup plus larges que simplement de faire de l'économie d'échelle sur des disques très capacitifs. Et en plus, derrière, souvent, ils se disent « oui, j'y avais pas pensé, mais finalement, c'est des choses qui m'intéressent » et on commence à avoir des besoins qui ne peuvent pas être remplis par du NAS traditionnel. Et là, on rentre vraiment dans la problématique de dire, voilà, est-ce que l'objet est utile et n'est, on va dire, finalement conçu que pour réduire les coûts ? Et moi, je pense que c'est pas du tout ça. C'est l'aspect plutôt émergé de l'iceberg, où on a l'impression que c'est facile d'accès, c'est pas cher, etc. Mais derrière, on peut faire énormément de choses. Donc ça, c'est un exemple où les clients t'approchent par exemple, à titre d'exemple, en venant parler objet. Et donc, l'idée pour toi, ça va être de comprendre déjà, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec l'objet ? C'est quoi votre C'est ça. Donc use case ? Ouais, c'est ça. Au départ, ils ont pensé qu'à réduire leurs coûts, et puis après, on leur explique comment fonctionne l'objet. Donc, il y a un aspect tout pédagogique. Ils sont d'ailleurs contents d'apprendre autour de l'objet. Et puis, on finit rapidement par conclure que l'objet, c'est finalement, comme le dirait mon commercial préféré, puisque j'en ai qu'un, c'est un peu comme la clé USB du back-end applicatif. C'est-à-dire que ça devient le langage standard pour que les applications communiquent entre elles, échangent des données entre elles. Ton commercial, il parle comme ça ? Il essaye. Hein. Il essaie de me piquer le job des fois. Et donc du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'objet, c'est pas un protocole utilisateur comme on peut l'avoir avec du NFS et CIFS à la base. C'est vraiment un langage de commande qui est fait pour communiquer entre des applications.
C'est du B2B quoi, presque. Hein. C'est presque du B2B, absolument, absolument. Et derrière, donc, on va trouver finalement un autre type de client qui va me dire, et là j'étais encore plus étonné que le premier, qui va me dire, bon, moi je veux faire de l'objet parce que j'ai 3 Tera de stockage à positionner. Et alors là, moi je suis bien positionné sur ma chaise justement, et je lui dis, mais C'était le positionner, même pourquoi jour. faire? Non, c'était pas le même jour, heureusement. J'ai eu le temps de me remettre de la première émotion. Mais 3 Tera de stockage, et il voulait du S3. Je fais, mais pourquoi faire? Vous avez une idée? Eh ben, j'aurais tendance à dire, Un applicatif cloud? le S3, il y avait il y avait un requirement du côté applicatif peut-être. Eh ben exactement. Donc là, c'était le client qui était vachement en avance par rapport à moi. Le premier était complètement en retard, et là, il était complètement en avance par rapport à moi. Il me dit, mais justement, monsieur Torossian, c'est la clé USB. Donc, j'ai besoin de développer toutes mes nouvelles applis avec du S3. Ça va me permettre beaucoup plus de choses qu'avant. Et donc là, je fais un peu l'avocat du diable et je dis, mais pourquoi ne pas le faire en NAS pour 3 Tera? Vous rajoutez un disque dans ce que vous avez aujourd'hui, puisque vous êtes déjà bon client en étape. Et pourquoi vous allez vous compliquer la vie à faire du S3? Donc ta première démarche, ça a été de ne pas vendre surtout du S3 et de rester sur du bon gros traditionnel NetApp. Bah, Tu oui, as été oui. bravo, c'est bien. Bah, à mon âge, tu sais, j'ai du mal. Enfin, c'est un point de vue, mais je dirais que si un client débute la création d'une application de A à Z, enfin depuis le début, depuis la page blanche, pourquoi ne pas partir directement sur du S3? Mais bien sûr. C'est ce qu'il faisait. Voilà. Et donc moi j'ai fait l'avocat du diable, j'ai joué à l'idiot, ce que je fais très bien. Et il m'a expliqué justement qu'il allait développer des conteneurs. Donc déjà j'ai compris qu'il était en version V2. Il développait pas des applications mais des conteneurs directement. Et il disait j'ai besoin d'un repository de VM. Et donc il parlait pour moi, du coup il me traduisait un peu comme il avait vu que j'étais vieille école. Il me dit un repository de conteneurs et que je voudrais tout avoir accessible par du S3. Et là je continue donc à faire l'avocat du diable, à faire l'idiot, toujours très bien. Et je lui dis, mais comment vous allez exploiter ça? Et il me dit, bah après, je vais automatiser un catalogue de conteneurs. Alors là, je t'avoue, Yves, j'ai besoin de tes lumières parce que j'ai rien compris. Je vois bien l'idée, mais comment on passe du S3 avec des conteneurs dedans et jusqu'à faire un catalogue de services exploitable sur les pods. Alors j'ai mis un petit peu de Kubernetes pour paraître pas trop con dans la phrase, tu vois. Mais j'ai pas bien compris comment ça pouvait fonctionner. Je sais pas si tu peux m'éclairer tout de suite. D'une certaine façon, faut voir son mode de fonctionnement comme si tu avais une ferme de VM avec des templates. Et puis en fait, ces images de conteneurs, c'est des templates. D'une certaine façon, hein, je schématise, mais pour faire simple, et donc ces templates, il les stocke sur du S3. Et quand il va déployer un nouveau pod ou une nouvelle application containerisée, en fait, il va chercher cette image et il va la rapatrier. Mais c'est stocké donc sur du stockage objet, et parce que ça bouge pas tout le temps, en fait. Hein. D'accord. Et il y a des mécaniques un peu spécifiques pour publier ce genre de catalogue? Bah, tu as des commandes en CLI ou en API, ou alors avec les conteneurs, tu peux faire ça avec les commandes Docker classiques aussi. Mais c'est dans le même ordre d'idée. Hein. Tu passes une CLI pour publier ton image qui va aller se poser dans un repository avec différents paramètres, metadata, options. Et après, une fois c'est stocké là-bas, bah, tu peux la récupérer où tu veux. L'exemple le plus fameux étant tout simplement Docker Hub, accessible sur Internet. Et c'est la plupart du temps là où tu commences ton aventure Docker quand tu récupères des images Docker, la fameuse image Nginx ou WordPress que tu vas déployer dans tes exemples. Et ben c'est ce type de repository probablement que ton client avait à mettre en place. D'accord. Et Docker Hub, tu penses en objet derrière? Très probablement. Oui. Pour moi, oui. Ok, non, mais intéressant. Donc j'étais content d'avoir fait ce rendez-vous parce que je suis sorti plus intelligent, en tout cas moins idiot que je n'étais rentré. Après, une dernière remarque, c'est que Docker Hub, c'est ouvert. Hein, c'est sur Internet si tu veux. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui créent des applications on-premises, pour faire plaisir à Yann, qui ont leur repository interne sur une base de stockage objet interne. Tout à fait. Alors, à titre d'exemple, dans le lab NetApp France, notre repository d'images Docker est sur StorageGrid. Bah, voilà, il n'y avait pas forcément de la nécessité, mais puisqu'on l'avait sous la main, c'est hébergé comme ça. Alors, à l'inverse, après ce rendez-vous-là, j'ai essayé de capitaliser dessus. Et j'ai d'autres clients qui faisaient du NAS un peu traditionnel. Et j'ai essayé de faire le gars un peu malin qui apportait de la valeur. Et j'ai dit, mais pourquoi vous faites du NAS et pas de l'objet? Puisque c'était du NAS applicatif, hein, donc plutôt partager des librairies, des choses comme ça. Et puis le gars il dit c'est fait pour ça, le NFS, etc. Bon, je dis ouais, très bien. Mais il y a un moment donné, il y a une complexité. Plus vous allez
alimenter vos librairies, plus il y a des références croisées, plus il y a des profondeurs d'aborescence qui complexifient l'administration, l'accès et la performance, et ça scale pas très bien tout ça. Et puis c'est fini ce temps-là. Maintenant, on a des objets avec des tags et il suffit simplement de requêter sur des tags et puis on peut trouver facilement l'information et plus facilement l'organiser également. Cassons cette organisation en répertoire et en fichiers et apportons de la modernité dans nos fichiers, évidemment. C'est bizarre, j'ai déjà entendu Yann en parler de tout ça. Simon, où es-tu? C'est un peu ça l'idée, mais au niveau marketing, mais finalement, c'est pas si difficile que ça à implémenter une fois qu'on a compris la notion de tag, et sachant qu'il y a pas mal de mécanismes qu'on propose également pour indexer tout ça. Et du coup, on arrive un peu au début du grand écart. On dit mais attends, donc si j'ai des tags, on parle d'objets, l'objet c'est pas nécessairement rapide, il y a quand même une problématique de coût derrière, ok. Il y a des facilités applicatives, on vient d'en discuter, mais de là à dire je vais faire des index de tags pour rechercher rapidement des objets, parce que si j'en ai des millions voire des milliards, je vais peut-être avoir un problème quand même pour trouver les objets dans mon repository. Et à ce moment-là, on commence à avoir des offres, on se dit bah tiens, de l'objet avec du full flash, mais ça sert à quoi? Bah justement, ça peut servir à requêter rapidement sur des tags, mais ça permet de retrouver l'objet, mais pas nécessairement le contenu total de l'objet, qui lui n'a peut-être pas besoin d'être accessible dans sa intégralité de manière si rapide. Voilà, donc on voit apparaître que dans l'objet, au départ, c'était que des use cases vraiment, ce qu'on disait, du backup ou du très très froid, de l'archivage très long terme. Et puis on commence à voir des use cases plutôt performance, notamment sur les tags. Alors si on parle de performance, après on peut continuer, hein, on en a besoin aussi la performance sur des cas plus traditionnels. Mais déjà dans l'objet, on voit que ça ne se limite pas à simplement dire du pas cher, du très capacitif. Non, on peut avoir aussi des problématiques de sizing pour l'ingestion, mais aussi tout simplement pour l'accès aux métadatas. Alors oui, effectivement, le stockage S3, on l'imagine pour des gros fichiers avec un volume plus important et puis des choses qui sont moins transactionnelles pour aller, par exemple, stocker du backup et des choses comme ça. Mais de plus en plus, on va pouvoir voir arriver des cas où les fichiers sont peut-être plus petits, voire des tout petits fichiers texte de quelques kilooctets, mais qui ont tout intérêt à être tagués, catégorisés à la manière de gérer d'un stockage objet. Et là, on va faire du transactionnel et le besoin de performance se fera peut-être plus sentir. C'est un autre grand écart, mais sur les use cases du stockage objet. Voilà, quand on parle après performance, il faut quand même distinguer la performance à quelques centaines de microsecondes de la performance à quelques millisecondes. Donc si on fait du transactionnel sur de l'objet, on peut le faire très bien à quelques millisecondes. Maintenant, si à l'extrême, sur un autre rendez-vous client, il me demande, parce qu'il a un batch qui prend 14 heures et que ça tient plus dans la nuit et qu'il a un gros problème parce qu'il ne peut pas changer l'application, là on va avoir un autre type de besoin qui est vraiment pas du transactionnel, mais du traitement extrêmement rapide de l'accès à la donnée. Et là on va parler latence. Et là, on va parler quelques centaines de microsecondes. Alors du coup, là, je me demande, quand j'arrive sur ce type de rendez-vous, je dis, alors là, je vais avoir la deuxième partie émergée de l'iceberg, où le client va me dire, ouais, mais le NVMe, c'est trop cher. C'est à la mode, tout ça. Bon, alors il y en a qui m'en demandent juste parce que c'est la mode, et puis il y en a d'autres. C'est quoi le NVMe? Ah, le NVMe, ça se mange pas déjà, je te le dis, parce que je te connais. Ça se boit pas non plus. Je te connais encore mieux. Voilà. C'est une technologie qui permet d'accéder à un module flash via un protocole mémoire et non pas un protocole disque. Donc quand on parlait de SSD, on accède toujours à la mémoire de type NAND, mais par un protocole qui était fait pour des tapes, pour des disques SAIC, etc. D'accord ? Donc qui n'était pas vraiment prévu pour aller à la vitesse du NVMe et qui avait plein de mécaniques de contrôle de device mécanique, on va dire. Donc le NVMe, c'est un protocole dont on parle beaucoup, mais effectivement, on a tendance à tout mélanger. On a tendance à mélanger... Alors, ça vous fait penser à quoi, vous, NVMe? Plutôt un disque, plutôt un protocole, plutôt Enfin, à quoi? Un peu de tout ça, on va dire. C'est vrai que chez nous, sur nos matériels, souvent on parle de disque NVMe. Donc je pense qu'il y a un écart de langage qui va être fait quand on va parler de certains de nos systèmes qui sont NVMe avec des disques NVMe. Mais ce n'est pas que ça, bien sûr. C'est un protocole avant tout. C'est une autre manière de... C'est abat le SCSI, enfin le SCSI et changeons tout. C'est ça, c'est bien cet ensemble. En fait, moi, j'aime bien l'expliquer de manière assez synthétique, mais de dire qu'effectivement, c'est un nouveau langage pour accéder à un média qui n'est plus un disque. Donc, on va optimiser l'accès aux médias, on va simplifier aussi, on va le rendre aussi plus scalable. Et vous verrez qu'il y a une autre partie aussi qui est intéressante dans l'NVMe, qui n'est pas nécessairement la perf directement, mais indirectement. Donc, vous avez le protocole. Vous avez après le transport, donc sur quoi on va faire véhiculer ce nouveau protocole. Donc on peut le faire véhiculer sur ce qu'on appelle du RoCE. C'est quoi? C'est tout simplement
du RDMA, donc de l'accès comme de l'accès mémoire distante. J'ai eu peur quand tu as dit Rocky, et puis après tu as précisé tout simplement du RDMA. Et là, Oui, effectivement, ça va beaucoup mieux. Hein. T'as pas eu peur de Balboa quand même. C'est ça, moi je t'ai parlé sur Balboa là tout d'un coup. Là, j'attendais pas moins d'Yves. Donc on peut le véhiculer sur de l'IP, on peut le véhiculer sur du FC, sur de l'infiniband, etc. Donc ça, c'est la couche transport qu'il ne faut pas non plus confondre avec le NVMe lui-même. Et puis derrière, on va avoir effectivement le front-end, donc avec quoi on communique avec le host, le back-end. Donc nous, typiquement, on communique aujourd'hui en Rocky avec les tiroirs disk, mais on peut communiquer en front-end avec du NVMe sur du FC. Et on peut aller jusqu'au bout avec un disque, dans un tiroir disk, qui est accédé en NVMe plutôt qu'en SAS. Mais ça reste toujours de la flash NAND à la fin, mais avec un protocole différent. Alors l'avantage, c'est quoi? C'est déjà, on est prêt. Le jour où on sort ce qu'on appelle des SCM, des Storage Class Memory, donc plutôt ce qu'on connaît plus sous le nom d'Optane chez Intel par exemple, on va avoir des médias beaucoup plus rapides où le protocole SAS et SASI sera clairement très handicapant. Donc le fait d'être déjà en NVMe permettra de remplacer un média de type flash NAND par exemple de l'Optane, ce qu'on appelle du 3D Crosspoint, et permettra tout de suite d'être prêt pour en profiter de la perf. D'accord. On n'y est pas encore sur cette partie NVMe communication, sur le front-end, on va dire. Nos clients, je pense qu'ils en sont pas encore là. C'est quelque chose qui va se développer en 1 an, en 5 ans. Est-ce que ça va devenir mainstream? Déjà, on a la problématique, on va dire, d'il y a des années 2004 par là, où vous vous souvenez, on avait le DVD et le HD. DVD, je ne sais plus exactement comment ça s'appelait, mais il y avait 2 normes qui se battaient entre les studios. Sony contre et Sony, du monde. Paramount ou je sais plus. Oui. On a un petit peu ça. On a du côté les faiseurs d'Ethernet qui poussent le Rocky, le fameux RDMA au-dessus de Ethernet, et puis on a des gens comme Broadcom qui poussent le Fiber Channel. Et on ne va pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Hein. Il y a des utilisations qui sont différentes. Typiquement, nous, on adore l'IP parce qu'on a réussi à faire depuis très longtemps le Metro Cluster en eWarp, hein, donc de l'IP qui permet de transporter les NVRAM, les réplications NVRAM. Après, aujourd'hui, ce qui était le plus en avance, parce que ça permettait de capitaliser sur des switches qui existaient avec les Broadcast Gen 5, on a tout de suite implémenté le NVMe sur FC, parce qu'il n'y avait pas d'investissement supplémentaire, c'était juste un bout de code ajouté dans notre baie. Mais aujourd'hui, c'est encore difficile, on va dire, à voir se dégager qui va l'emporter en masse, et peut-être qu'il y aura les deux. Clairement, il n'y aura pas de l'infiniband, je pense pas, ça va rester limité à des cas de niche, mais je ne sais pas encore, il y a vraiment les deux qui sont en place, peut-être qu'ils vont cohabiter longtemps. Ouais. Alors comment on sait qu'on a besoin de 100 microsecondes pour nos applications? Est-ce que, comme tu dis, c'est un mot qui est très à la mode, NVMe, donc tout le monde veut du NVMe. Certains vendors se targuent d'être les premiers à avoir fait du NVMe de bout en bout. Ah bah c'est une étape d'ailleurs. Et mais est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce qu'on en a vraiment besoin, quoi? Les deux. J'ai des clients qui sont très excités à l'idée d'avoir une proposition NVMe et qui sont prêts à payer un peu plus cher, comme à l'époque des blade serveurs, hein, où j'allais voir des clients qui, dans mon passé, qui avaient 3 serveurs et qui voulaient quand même des blades. Mais c'est pas grave, on voyait ça dans toutes les revues, ils en voulaient. Donc il y a toujours cet effet de mode. Maintenant, qui peut le plus, peut le moins, évidemment. L'écart de prix s'est beaucoup réduit aussi avec du SSD traditionnel. Donc c'est vrai que on peut, avec je sais pas, quelques pourcents de plus dans le budget, y accéder. Maintenant, le besoin, il est, je le vois, dans 2 types, vraiment. Le client qui avait des scripts plutôt monothreadés, ou en tout cas peu parallélisés, et puis qui avait 12 heures de traitement, comme je le disais tout à l'heure. Et là, il ne peut pas changer son appli, il ne peut pas paralyser davantage. 12 heures, on peut les réduire qu'en regardant où les temps de traitement sont. On s'aperçoit souvent que sur le CPU, c'est pas là que ça bloque, parce qu'ils sont suffisamment à jour avec leur serveur. En revanche, on voit beaucoup de wait IO. Ça veut dire du wait IO que vous avez un serveur qui se tourne les pouces en attendant qu'on réponde à la requête disque. Et là, si vous avez 10 millisecondes et que vous mettez en face un stockage qui répond à la milliseconde, vous avez gagné un temps de traitement de quasiment 10. Hein, j'ai négligé les temps CPU là-dedans. Donc là, son traitement de 12 heures, il va être réduit à moins de 2 heures. Ensuite, les clients qui ont vraiment besoin de gagner 100 microsecondes sur la transaction à la milliseconde déjà en flash NAND SAS, franchement, j'en vois pas beaucoup. J'en vois pas encore beaucoup. Il n'y a pas vraiment de besoin là-dessus. En revanche, ce qu'il ne faut pas oublier dans le NVMe, c'est un protocole beaucoup plus léger. Ce qui veut dire que quand je fais du NVMe au niveau d'un serveur ou d'un stockage, je vais consommer beaucoup moins de CPU. Donc ça veut dire que je vais quelque part pousser le nombre d'IO que je peux avoir sur un même système. Parce que je vais avoir des cycles CPU de libre. Donc quelque part, je vais booster ma plateforme juste en changeant de protocole.
C'est un peu ce qu'on a eu à l'époque des bases Oracle quand le SSD est arrivé. C'était dire on va avoir besoin de moins de CPU parce qu'il y aura moins de temps pour gérer les I/O. Exactement. Donc du coup, quand tu dis ça, Guillaume, tu me fais penser aussi au dernier cas de figure, c'est que le client qui a des licences très très chères, s'il fait du white I/O, il paye des licences qui ne sont pas utilisées parce que le disque va passer vite. Donc le cas du NVMe, c'est peut-être aussi de gratter 10% de perf, mais de permettre d'utiliser des licences très chères, 10% de plus. Donc ça peut avoir un sens, on peut rationaliser un peu, diminuer la surface de serveur et donc de licence. Donc c'est des choses auxquelles on ne pense pas quand on parle NVMe, mais voilà, il y a tous ces use cases qui peuvent lui donner un intérêt. Alors, on a parlé de S3, on a parlé NVMe. Est-ce que c'est un choix à faire simplement pour l'application ou est-ce qu'à un moment, on va arriver à une sorte de complémentarité entre les deux pour avoir un stockage vraiment intelligent? Alors, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, tous les clients, tous, avec des gros budgets ou pas, ils veulent ne plus s'embêter. Donc, ça veut dire mettre du flash, comme ça on n'a pas de problème de tiers, de performance, etc. Et puis, ils ne veulent rien effacer. Par contre, ils n'ont aucun moyen de dire je sais ce qu'il faut pousser sur des médias moins chers, prendre des logiciels de tiering, ça ajoute de la complexité parce qu'il y a de la licence, il y a de la formation, il y a des serveurs à maintenir, donc ça devient extrêmement complexe. Et parfois, le jeu en vaut pas la chandelle tout de suite parce que, comme on dit, on rajoute quelques disques SSD et puis on a répondu au problème. Là où tout se rejoint, c'est avec des technologies de staging, comme on peut le faire par exemple avec le Fabric Pool. C'est-à-dire que le client va tout mettre sur de la technologie rapide, et c'est l'intelligence de l'infrastructure qui va le migrer, le destager sur du bloc froid pour en optimiser les coûts. Et ça permet de démocratiser finalement l'accès au flash. Et quand on a dit ça, on n'a pas oublié que le client ne veut pas effacer. Alors même si derrière on va destager sur de l'objet, l'objet c'est pas gratuit non plus. Donc il va y avoir en fait deux cycles de vie. Il va y avoir le cycle de vie de la donnée active, on va dire du SSD jusqu'au S3, et puis il peut y avoir un deuxième cycle de vie en mode retraite. C'est-à-dire que on veut garder la donnée, mais elle va être peut-être jamais active, et peut-être que là on a un intérêt à avoir de l'hybridation avec du cloud et à aller pousser sur du glacier in fine, où on veut absolument pas effacer la donnée, mais qu'elle soit quand même existante quelque part au cas où. Et là, on voit qu'on est complètement dans une stratégie Fabric Pool et globalement Data Fabric avec l'hybridation cloud de nos produits. C'est un vrai casse-tête pour nos clients, ça, parce qu'au final, ils se retrouvent avec des applications qui ont des prérequis qui sont différents. Certains ont besoin de flash, certains en ont pas besoin, mais dans le doute, on va quand même mettre du flash. Certains vont aller dans le cloud parce que pour d'autres raisons, on pense que ça doit être dans le cloud. C'est un vrai challenge pour nos clients qui ont un parc d'applications complexes de gérer ça de manière intelligente. Et je pense à ça, et notamment pour faire la promotion d'OCI, mais de ce type de produits qui vont aller regarder les infrastructures et être vraiment, parce que c'est ce qui manque aujourd'hui, le client, il veut pouvoir regarder son infrastructure et regarder de quoi il a vraiment besoin. Et non pas de quoi il a envie ou ce qu'on lui demande, mais de quoi il a besoin pour rationaliser les coûts et savoir que mon application, parce que cette équipe, elle croit avoir besoin de beaucoup de performance et m'a demandé du stockage SSD, finalement, elle ne l'utilise absolument pas. Ils sont à quelques I/O ou quelques mégabits par seconde de consommer en termes de throughput. Et finalement, ça pourrait très bien aller sur du disque SAS. Alors, bon, la différence entre le SAS et le SSD a quand même tendance à s'amenuiser, mais on pourrait déplacer ça sur du SATA et ça fonctionnerait très bien. Est-ce que les gens commencent vraiment à réfléchir à réellement optimiser leurs coûts pour tirer au minimum et être capable de sizer au plus juste leurs besoins? Alors effectivement, c'est un exercice difficile. Nous, en avant-vente, quand on arrive avec une proposition, il faut qu'on puisse la justifier en termes de sizing et de capacité planning. Donc on va regarder ce qu'ils font, on va regarder à peu près où ils veulent aller, et on va faire une proposition qu'on va quelque part essayer de justifier là-dessus. À l'inverse, on a des clients qui se disent j'ai besoin de SSD mais qui ont du mal à le justifier de manière tangible.
Et là, les outils de gouvernance tels que Cloud Insights, comme tu dis, permettent de le justifier. C'est-à-dire qu'on va savoir exactement où on a besoin des I/O. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, j'ai eu un cas très concret où le client a eu du mal à justifier à sa DSI l'investissement des SSD. On a fait un audit Cloud Insights avec, et on a vu que c'était les volumes les plus chauds en termes d'I/O par Tera qui étaient positionnés. Donc il avait eu un bon sentiment, il avait eu une bonne analyse, et ça a permis de vraiment limiter toutes les discussions avec les DSI en disant non, c'est pas juste un caprice de technicien, c'est un besoin. Volume, très forte densité I/O, et vu le nom du volume, on savait que c'était un volume critique sur de l'Oracle. Donc ça a vraiment tout de suite mis le doigt sur l'investissement juste au bon endroit. Et c'est pas forcément les volumes les plus importants qui sont le plus demandeurs d'I/O. Yves? Il est fort, ce Laurent. Il est très fort. On n'a pas encore vendu le Cloud Insights, mais en tout cas, on a justifié l'investissement SSD et on est en train de faire un POC Cloud Insights avec eux. Et on peut aller plus loin. On peut aller plus loin avec Cloud Insight. Là, c'est vrai qu'on est très on-prem, pour pas dire on-premises. Mais un client qui serait dans une stratégie move to cloud, quand tu déplaces tes assets et tu te dis, moi, je du 1 pour 1 où j'ai une marge de progression et je me préoccupe pas de consolider ou de quoi que ce soit, ça va lui coûter très cher d'aller dans le cloud. Et si tu as un outil d'assessment qui va te dire précisément quelle est la meilleure stratégie à apporter sur ton infrastructure, que ça soit garder, 2, 3, 4, les X environnements critiques on-prem, d'autres environnements qui peuvent très bien aller bouger dans le cloud, et avoir cette vue globale, tant côté compute que côté stockage, avoir des stratégies en termes de performance, terabyte, capacity versus IOPS. Tout ça, effectivement, s'il y a cette notion d'assessment qui peut être proposée au client en avant-vente, c'est quelque chose qui peut grandement l'aider. Et c'est vrai qu'avec nos partenaires, j'aime bien parler de nos partenaires, mais avec nos partenaires, on travaille justement sur ces stratégies et ces nouveaux jobs qui seront cloud consulting, mais qui peuvent, encore une fois, très bien s'adapter à une évolution on-prem. Alors, sur mes clients, Guillaume, donc je suis sur une petite région, plutôt de typologie PME. Les clients sont beaucoup plus intéressés par la façon dont ils consomment leur VM, savoir si elles sont bien sizées. Ils ne sont pas encore vraiment dans une démarche cloud. Ils sont aussi, par contre, très intéressés par l'aspect SLA, c'est-à-dire que mettre des indicateurs dans ce Cloud Insights, par exemple, pour savoir comment leurs clients, leurs propres clients, ont une satisfaction sur le service qui est fourni. Ils sont plus là-dessus. Et globalement, en ce moment, il y a même d'autres choses qui sont connexes au Cloud Insights. C'est une grosse problématique sur le ransomware. Alors là, ça devient, avec les actualités du 20h, ça devient un sujet quasiment certain sur chaque rendez-vous, honnêtement. Et là, il y a encore pas mal à dire sur l'objet. Ça pourrait faire l'objet, justement, d'un autre podcast. Mais autour du ransomware, il y a pas mal de choses. Alors, si cet épisode sur le voyage de la donnée, on va te donner le mot de la fin, Laurent, comment on peut le conclure, comment on peut l'ouvrir sur la prochaine étape du voyage de notre client? Moi, je dis la donnée, effectivement, notre but, une étape, ça a toujours été de la sécuriser. Mais sur son voyage, il faut justement qu'on la protège. Alors, protège pas uniquement des avaries matérielles, comme on a pu aussi voir aux infos, chez OVH, etc. Mais je crois que le véritable souci en ce moment, c'est le crypto. Et je dirais qu'on est suffisamment mûr aujourd'hui autour de l'infra pour protéger la donnée, pour lui faire gérer ses ILM, donc son cycle de vie, ses nombres de réplications, etc., en fonction de sa valeur. Ça, c'est très mûr aujourd'hui. En revanche, sur le ransomware, les outils sont méconnus, les méthodologies aussi, et je pense qu'il y a encore beaucoup d'évangélisation à faire autour de ça. Et typiquement, si je vous dis Cloud Secure, probablement que vous, ça vous parle, mais que nos partenaires, 1 sur 20 peut-être. Peut-être. Les Et partenaires, pourtant, ils ont été éduqués par Guillaume, donc je pense ouais, qu'ils savent tous. c'est peut-être lié. Ouais. On Mais, va, on mais va clairement, donc quand vous parlez de ça, tout de suite, ça accroche le client, et je pense que ça fait l'objet d'une évangélisation d'une partie à part. Merci beaucoup, Laurent, de nous avoir partagé tes insights et tes réflexions et ta vision sur ce voyage de la donnée. On va conclure donc cet épisode là-dessus. Bonne soirée, bonne journée, bon week-end à tous. Et puis rendez-vous le mois prochain. Merci, Laurent, merci à tous. Merci à vous. À bientôt. Salut tout le monde!
Il n'y a plus Guillaume, là, je suis inquiet. Si, je suis là, mais j'ai viré ma vidéo parce que l'iPhone, il est en Wi-Fi et le Ouais, Wi-Fi mais est t'as en... raison, c'est mieux, ça change rien. Enfin, quoique la photo est pas forcément mieux. Mais Ouais, vas-y. si, elle est belle, la photo.